Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau documentaire de la web-série Les Dossiers Secrets. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un massacre oublié de l'histoire, un massacre qui a eu lieu en mer. Après l'invasion de l'Union soviétique, le Royaume-Uni voit à ses côtés un nouvel allié, l'URSS. Mais Staline, le dictateur et le maître du Kremlin, demande au Royaume-Uni et aux États-Unis qu'on lui fournisse du matériel pour que son pays puisse continuer la guerre. Finalement, les États-Unis et le Royaume-Uni, bien qu'ils soient contre le communisme, accordent une aide, mais le seul moyen d'atteindre l'Union soviétique est un convoi passant dans les eaux glaciales de l'Arctique. Or, un de ces convois, le PQ-17, sera pratiquement massacré par une attaque allemande. Seuls 11 navires sur les 36 cargos atteindront un port soviétique. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, nous allons plonger dans ce convoi qui devait livrer de l'armement à l'Union soviétique. Le 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Face à cette nouvelle attaque du Troisième Reich, le président américain Franklin D. Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill, après s'être aperçus que le pays allait résister aux Allemands, donnent leur accord pour envoyer du matériel à l'Union soviétique. Même si les deux hommes sont anticommunistes, ils veulent maintenir les soviétiques dans la guerre, sous peine de voir une nouvelle fois la Grande-Bretagne seule dans sa lutte contre l'oppression allemande. Enfin, elle n'est pas complètement seule dans sa lutte, puisque le général Charles de Gaulle, réfugié à Londres, crée les Forces françaises libres, qui joignent à leur côté les colonies françaises d'Afrique et du Levant. Les Forces françaises libres se battent déjà en Libye. À leur tête, le général Leclerc, connu pour avoir été victorieux à Koufra, où il fera le serment « Jurez de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » La Grande-Bretagne, bien qu'elle se batte en Afrique du Nord, n'est pas seule, mais en raison de l'invasion de l'Union soviétique, l'Angleterre a désormais un autre allié de poids, et elle ne compte pas le perdre. Le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent eux aussi dans le conflit suite à l'attaque japonaise de Pearl Harbor et à la déclaration de guerre d'Adolf Hitler pour soutenir son allié du Soleil levant. Désormais, les Britanniques ont à leur côté les États-Unis, l'Union soviétique et les Français des Forces françaises libres. Mais pour éviter la chute de l'URSS, il faut l'aider matériellement. Pour acheminer le matériel et le ravitaillement afin d'aider l'Union soviétique, une seule voie est possible, qui doit traverser les eaux de l'océan Arctique, atteindre Mourmansk et Arkhangelsk. Le 21 septembre 1941, le premier convoi, nommé PQ-1, part d'Islande et arrive à Arkhangelsk le 11 octobre, après une navigation de 3200 km. Au prix d'un seul cargo coulé, Arkhangelsk et Mourmansk ont reçu 705 avions, 481 chars, 2373 véhicules, 87 000 tonnes de munitions et 27 tonnes d'essence d'avion à la fin de l'année 1941. Jusqu'à cette date, les Allemands n'ont mené que très peu d'actions sur ces convois acheminant du matériel pour les troupes soviétiques. Mais la situation va rapidement changer. Au début de 1942, Hitler redoute un débarquement britannique en Norvège. Il décide donc de renforcer radicalement son dispositif dans le nord du pays, en y concentrant des navires de surface ainsi qu'une vingtaine de sous-marins, malgré les réticences de l'amiral Karl Dönitz, qui ne souhaite pas dégarnir l'Atlantique. Plus de 250 avions, chasseurs ou bombardiers torpilleurs complètent ce dispositif. C'est à partir de ce renforcement que les convois sont systématiquement attaqués. L'été, les convois prennent la mer plus au nord, en passant au plus près du Spitzberg. L'hiver, la banquise descend vers le sud. Ils doivent se rapprocher du Cap Nord et sont à la merci des attaques allemandes. Pour ce qui est des conditions de navigation, elles sont exécrables, surtout l'hiver avec des températures pouvant descendre à moins 30 degrés. Et ne parlons pas des nombreuses tempêtes qui règnent dans l'Arctique. Toutefois, la navigation durant la période d'hiver donne un sérieux avantage au convoi, car elle offre une protection durant les nuits polaires. Durant la période d'été, en revanche, il n'y a plus de nuits polaires, même s'il y a fréquemment des brouillards qui peuvent être un petit avantage au convoi. Quand on parle de convoi, on parle de 20 à 30 cargos. Tous ont entassé dans leur cale des armes, des munitions, des explosifs, des équipements militaires, des ravitaillements, des matières premières stratégiques.
Sur les ponts sont arrimés des chars, des camions, des avions démontés en caisse. En 1942, la pénurie de tonnage est telle que l'amirauté prend tout ce qu'elle trouve. Car les cargos rapides sont réservés au secteur de la Méditerranée, tandis que les plus vieux deviennent les convois pour l'Arctique. Un convoi doit s'aligner sur le navire le plus lent, qui avance à 5 nœuds, ce qui est une vitesse plutôt faible. Un commandant dira même de ces vieux cargos qu'ils ne tiennent que par la rouille, la foi et le blasphème. Ils sont de véritables cercueils flottants, et qu'il doit exister un coin spécial en enfer réservé aux armateurs qui envoient des hommes à bord de tels navires pour affronter les tempêtes nordiques hivernales. Les équipages s'entassent dans des réduits humides, où il est impossible de se réchauffer. Leur nourriture est exécrable. Sans arrêt durant l'hiver, il faudra casser la glace qui recouvre le pont et le bastingage. La navigation s'effectue en dépit des courants, des icebergs et des brouillards. Parfois, il arrive même qu'il y ait un désarrimage à cause de la force des tempêtes. Les chars brisent tout sur leur passage avant de plonger dans la mer. En plus des conditions climatiques, l'équipage reste dans une peur constante. La peur de se faire toucher par une torpille qui peut envoyer le cargo par le fond. Le plus problématique est la survie des hommes dans l'eau, car elle ne fait pas plus de 1 ou 2 degrés. Sauf s'ils ont eu le temps de revêtir une combinaison étanche ou un gilet de capoc qui permet de survivre, le temps de rejoindre un radeau ou une baleinière, s'il y en a une. Ces proies faciles sont escortées de destroyers, voire de croiseurs, auxquels il est confié une double mission. La première mission est d'assurer la lutte anti-sous-marine en patrouillant sans arrêt autour du convoi. La seconde est de protéger et de rassembler les cargos après une tempête, de porter secours à un bâtiment en détresse, de ramener un traînard qui s'est perdu dans le brouillard. Cette tâche est difficile, car les commandants ne sont pas toujours disciplinés sans la marine marchande britannique, qui a été réquisitionnée depuis le début de la guerre. Et il y a aussi les Américains. Leurs commandants sont peu obéissants et rechignent à rester dans le rang, surtout quand leurs machines sont assez puissantes pour fuir lors d'une attaque. Mais il arrive qu'ils se comportent en protecteurs lorsqu'il y a une tempête ou du brouillard. Les escorteurs doivent s'assurer qu'aucun cargo ne tombe en panne, sinon ils seraient une proie à un torpillage. Ils doivent assurer également la navette avec les bâtiments de sauvetage, qui sont souvent de petits paquebots de 1200 tonnes aménagés en navires hôpitaux. La présence de ces navires indique l'importance des pertes subies par les convois de l'Arctique. Les attaques contre les convois commencent tous de la même façon. Un avion de surveillance, que les hommes d'équipage surnomment George, repère le convoi et signale sa présence. À la différence de la bataille de l'Atlantique, les attaques de convois ne sont pas la mission principale des U-boats, mais plutôt celle de la Luftwaffe. Les Allemands comptent également sur leur flotte de surface, surtout le Tirpitz, qui obsède le commandement britannique. À la fin de mars 1942, la menace allemande se précise alors que commence l'été polaire avec ses jours qui n'en finissent pas. Les convois, qui ne comptaient qu'une dizaine de cargos, s'étoffent à une vingtaine, voire une trentaine pour passer en force, mais surtout pour anticiper les pertes. Au cours des mois de mars et avril 1942, les convois PQ-13, PQ-14 et PQ-15 sont la proie de nombreuses attaques combinées et perdent une quinzaine de bâtiments. Le croiseur léger HMS Edinburgh est coulé par un U-boat, et le croiseur léger HMS Trinidad a la malchance de voir une de ses torpilles se retourner contre lui-même, au terme d'une trajectoire folle. Après une réparation de fortune à Mourmansk, il est attaqué le 14 mai par une vingtaine de chasseurs bombardiers en piqué, des Junkers 88. Le HMS Trinidad, en proie aux flammes, est abandonné par son équipage et est détruit le lendemain par un destroyer britannique. Face à ces nombreuses attaques, l'amirauté décide d'interrompre les convois jusqu'à l'automne. En somme, attendre jusqu'au retour de la nuit polaire. Mais Churchill est contraint de revenir sur cette décision et d'honorer la demande pressante de Staline et Roosevelt. Le maintien des convois est une affaire logistique et politique. Roosevelt et Churchill appréhendent une paix séparée à l'Est et doivent faire preuve d'un soutien sans faille à l'Union soviétique. Le 20 mai 1942, le convoi PQ-16 doit prendre la mer à partir de l'Islande. L'amirauté n'est pas sereine pour effectuer cette nouvelle mission, mais Churchill dit « Je partage vos appréhensions, mais j'estime quant à moi que c'est une question de devoir. » Le port de Reykjavik est embouteillé de cargos chargés de matériel américain à destination de l'Union soviétique, et le convoi PQ-16 fait appareiller 35 navires à pleine charge. Pendant ce temps-là, la Home Fleet assure la protection à distance. 5 chalutiers de haute mer sont armés, 5 corvettes, 5 destroyers, un bâtiment spécialement équipé de DCA.
Mais cela n'empêchera pas le convoi de se faire attaquer par la Luftwaffe et les U-boats. 6 cargos sont coulés et 2 doivent faire demi-tour. D'autres sont endommagés et un destroyer, sévèrement touché, doit abandonner le convoi. Lorsqu'il faut concevoir le convoi PQ-17, les appréhensions sont encore plus grandes. 36 cargos sont prévus, avec une escorte considérablement renforcée. La protection éloignée est assurée par 2 cuirassés, un porte-avions, le HMS Victorious, 2 croiseurs et 14 destroyers. Il y a également un barrage de 8 sous-marins qui surveillent les côtes de Norvège. Quant à l'escorte, elle aligne 13 destroyers et 2 bâtiments DCA, renforcés de 4 croiseurs. 2 sont britanniques, le HMS London et le HMS Norfolk, et les 2 autres sont américains, l'USS Wichita et l'USS Tuscaloosa. Il y a également 2 sous-marins, 2 pétroliers ravitailleurs, 3 rescue ships et 3 chalutiers armés. Au total, il n'y a pas moins de 29 bâtiments d'escorte pour 36 cargos. Lors du briefing précédant l'appareillage, un appel sévère à la discipline a été adressé aux capitaines des navires marchands. Les traînards ne seront plus tolérés et seront coulés si nécessaire, afin d'éviter que leur cargaison ne soit saisie par les Allemands, dont les bases sont très proches. Le 27 juin 1942, le convoi PQ-17 appareille d'Islande. Tous ces navires imposent un spectacle imposant. Les cargos avancent en 9 colonnes de 4 et sont espacés de 1000 mètres. À l'intérieur de chaque colonne, l'espace entre chaque navire est de 400 mètres. Une formation en rectangle est privilégiée afin d'éviter l'étirement en longueur, et ce type de formation est censé compliquer les attaques ennemies. Les destroyers, par définition très mobiles, évoluent à la fois comme un écran de protection extérieure et un écran intérieur composé de 2 navires DCA. Le 29 juin, le convoi rencontre des glaces dérivantes qui occasionnent des avaries à 4 cargos. L'un d'eux doit même quitter le convoi et faire demi-tour. Le 1er juillet, vers midi, un avion d'observation de la Luftwaffe profite d'une trouée dans les nuages et pique en direction du convoi. Et là, stupéfaction, il aperçoit cet immense convoi. Le U-456 repère le convoi également très peu de temps après l'avion d'observation. Il doit replonger d'urgence pour éviter l'attaque d'un escorteur qui se dirige vers lui. Les éclaireurs aériens allemands ne lâchent plus le convoi des yeux. Les services de renseignement allemands sont parfaitement informés de sa formation depuis son départ en Islande. Il est difficile, voire impossible, de tenir secrète une telle concentration de navires à Reykjavik. Les Allemands conçoivent un plan d'attaque, le plan Rosselsprung, qui prévoit une attaque de grand style. 202 avions sont engagés, des bombardiers quadrimoteurs, des bombardiers en piqué et des hydravions torpilleurs. Un groupe de 9 sous-marins, baptisé Eistöffel, ce qui veut dire diable des glaces, est déployé. L'amiral Raeder mobilise cette fois sa précieuse flotte de surface. Elle sera engagée une fois que le convoi aura été mis à mal par l'aviation. Ce n'est que dans un second temps que les bâtiments de ligne attaqueront, appuyés par les sous-marins et protégés par l'aviation. Ils sont divisés en 2 groupes de combat. Le premier groupe est composé du Tirpitz et du croiseur lourd Ypper, qui seront escortés par 4 destroyers et 2 torpilleurs. Le deuxième groupe est composé des croiseurs lourds Cher et Lutzow, avec un destroyer et 5 torpilleurs. Hitler n'autorise l'engagement de ces vaisseaux qu'à condition qu'ils n'engagent pas de duel direct avec la Home Fleet. Ils devront, en outre, rebrousser chemin s'il y a un porte-avions présent dans l'escorte. Le 2 juillet 1942, une première attaque des hydravions contre le convoi est repoussée. Les torpilles tirées par les Allemands n'ont pas atteint leur but. L'U-456 tente de se rapprocher de son côté, mais il est rapidement éloigné par plusieurs escorteurs. Le convoi continue son avance en faisant des zigzags pour éviter les torpilles. En plus, la plupart des torpilles lancées par avion ou par sous-marin dysfonctionnent assez souvent ou manquent leur cible parce qu'elles ont été lancées trop loin de leur objectif. En ce même jour, l'opération Rosselsprung est déclenchée par la flotte de surface allemande. À cause de la brume, le Lutzow s'échoue dans un chenal et doit revenir à sa base. 3 torpilleurs subissent le même sort en heurtant un écueil. À l'été 1942, ce qui reste de la Kriegsmarine de surface n'est plus tellement habitué à prendre la mer. La flotte avance prudemment, car elle craint la présence d'un porte-avions dans le convoi, mais elle aussi encore traumatisée par la perte du Bismarck. Le 3 juillet, le convoi continue sa progression, protégé par le brouillard, mais le lendemain, la situation n'est plus la même. À 4h40 du matin, une torpille lancée par un avion rate un cargo, mais touche le cargo américain Christopher Newport,
un Liberty Ship flambant neuf qui est un véritable contraste avec les vieux cargos envoyés sur l'Arctique. Il ne coule pas, mais est évacué du convoi. Le cargo américain doit être sabordé, donc un destroyer envoie 2 torpilles qui le touchent, mais le Liberty flotte toujours. Décision est prise de l'abandonner. 4 heures plus tard, il est aperçu par le U-457, qui le détruit définitivement. Il n'essaie même pas d'en faire une prise de guerre. La première victime du PQ-17, le Liberty, s'enfonce dans un océan glacial. Pendant ce temps, les attaques aériennes se succèdent, mais la DCA est tellement efficace qu'elles n'ont pas l'effet escompté. Les cargos tractent au-dessus d'eux un ballon captif pour se protéger des avions en piqué. À 20h20, plus de 25 bombardiers torpilleurs attaquent en ligne, en volant à très basse altitude et en lançant leurs torpilles en même temps. 3 avions sont abattus, mais 3 cargos sont touchés. 2 d'entre eux sombrent à leur tour dans l'océan. Les sous-marins, quant à eux, sont gênés par le brouillard qui stagne au ras des flots. Et quand le brouillard se lève, les U-boats sont immédiatement repérés sur la mer lisse et deviennent aussitôt la proie des escorteurs. Même le sillage de leurs torpilles est visible de loin. Le PQ-17 poursuit son avance en bon ordre. Mais l'amirauté britannique se pose une question. Où est le Tirpitz ? En réalité, il a quitté Trondheim avec son groupe pour gagner à l'extrême nord l'Altafjord, où il attend qu'Hitler lui donne l'autorisation de gagner la haute mer. L'amiral Dudley Pound, First Sea Lord, ne cessera de questionner ses officiers. Il est pourtant assuré que la flotte allemande est encore au port, mais il se persuade qu'elle est déjà en mer pour attaquer le convoi. Les 4 croiseurs de l'escorte ne sont pas du tout de taille à lutter contre le Tirpitz, dont les 8 canons de 380 mm ont une portée de 36,5 km. L'amiral Pound entend bien préserver ses croiseurs et refuse de faire ralentir le convoi pour permettre à la Home Fleet de le rejoindre. Celle-ci serait de taille à s'opposer au Tirpitz, mais elle s'exposerait aux attaques de la Luftwaffe, qui est encore la maîtresse du ciel. À 21h11, contre l'avis de ses officiers, l'amiral Pound donne l'ordre aux croiseurs de se retirer vers l'ouest pour rejoindre la Home Fleet. À 21h23, un second message de l'amirauté ordonne la dispersion du convoi. Cet ordre scelle le destin du PQ-17. La consternation est générale. Le commandant d'escadre des croiseurs, le contre-amiral Hamilton, envoie un message pour le moins embarrassé aux équipages des navires de commerce. Vous êtes tous, je le sais, aussi désolés que moi d'abandonner ce magnifique ensemble de navires qui vont avoir à gagner le port. Désormais, chaque cargo va devoir choisir sa route pour rejoindre un port soviétique. L'escorte des destroyers abandonne à son tour les navires marchands. Sur les navires de guerre, la colère est bel et bien présente, tellement présente que le commandant en second, John Lichfield, du HMS Norfolk, doit s'adresser à l'équipage pour ramener le calme. Après la guerre, il écrira « Aucun de ces hommes n'a jamais oublié cette retraite. Nous l'avons exécutée par ordre, mais nous sentions que c'était l'ordre de lâcher ceux que nous devions protéger. » Les cargos n'ayant plus de protection, les U-boats peuvent désormais évoluer en surface. Le 5 juillet, il coule 6 cargos, et la Luftwaffe en coule à son tour 5. Dans la mer de Barents, le massacre continue et n'épargne pas les rescue ships. Le 6 juillet, 2 cargos de plus sont envoyés par le fond. L'opération Rosselsprung a réussi sans avoir entièrement commencé. Le 7 juillet, 3 cargos et un pétrolier sont coulés à leur tour. Le 8 juillet, l'U-255 envoie un 3e cargo par le fond. Le 10 juillet, 2 navires sont détruits à l'entrée de la mer Blanche et le 13 juillet, un autre navire est détruit par le U-255. Après plusieurs jours de bombardement, la mer redevient calme, laissant un goût amer à l'amirauté britannique. À la fin de ce massacre, le bilan est plus qu'effroyable. 22 cargos ont été coulés, ainsi que le pétrolier de ravitaillement et un rescue ship. 100 000 tonnes de fret sont partis au fond de l'eau, dont 210 avions, 430 chars, 3300 véhicules divers comme des jeeps, des camions GMC, etc. À bord de ces cargos, il y avait de quoi équiper 2 divisions. Au total, 200 marins vont trouver la mort et 1300 naufragés auront des gelures et devront leur survie à l'amputation. Seul le manque de coordination des U-boats et de l'aviation a empêché le bilan d'être encore plus lourd. Les pertes du côté allemand sont infimes. 6 avions seulement sont détruits. 11 bâtiments marchands seulement finissent par rejoindre Arkhangelsk au terme d'un mois de calvaire et de périples parfois insensés. 2 vont de surcroît être coulés par des U-boats sur le chemin du retour.
la décision de disperser le convoi a été une très mauvaise idée. C'est au lendemain de la guerre que la décision de l'amiral Pond se voit contestée. Pour l'heure, personne ne lui reprochera d'avoir donné la priorité à ses bâtiments de guerre. Par ailleurs, il ne cessera de répéter « Si nous perdons la guerre sur mer, nous perdons la guerre ». Churchill souhaite stopper les convois et les reprendre en hiver. Mais du 12 au 17 août 1942, lors de la conférence de Moscou, il doit de nouveau céder face à la pression de Staline, et il accepte de reprendre le système des convois en septembre. Le maître du Kremlin oublie à quel point sa marine et son aviation étaient complètement absentes lors de la tragédie du PQ-17 et donne une leçon à Churchill. Nos experts estiment qu'avec de la bonne volonté et le désir de remplir les obligations contactées, ces convois pourraient circuler régulièrement. Nos experts n'arrivent pas non plus à comprendre l'ordre donné par l'amirauté. En temps de guerre, on ne peut rien entreprendre d'important sans courir de risques, ni éprouver de pertes. Cette tragédie est souvent oubliée de nos jours. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous savons que si l'URSS a réussi à tenir face à l'oppression allemande, c'est grâce aux aides des États-Unis et du Royaume-Uni, qui fournissaient de nombreux matériels pour que les Soviétiques puissent continuer la guerre. Nous savons très peu de choses sur ce qu'ont vécu ces convois qui ont tout risqué pour accomplir leur mission, pour répondre aux besoins du maître de Kremlin. Aujourd'hui, dans les profondeurs de l'océan glacial d'Arctique, nous pouvons encore voir le sacrifice de ces convois, le sacrifice de ces marins qui craignaient les attaques allemandes. La mer sera le seul témoin de ce sacrifice que nous ne devons pas oublier. Comme vous avez pu le constater, le convoi PQ-17 a fait l'objet d'une mauvaise décision de la part de l'amirauté. La première crainte des Britanniques était le Tirpitz, la sœur du Bismarck. Pour protéger ces navires qui ne feraient pas face au Tirpitz, l'amiral Pond donnera l'ordre à ses navires de rejoindre la Home Fleet et de ne plus protéger le convoi. Or, si la Home Fleet, qui avait un porte-avions, avait rejoint le convoi, la situation aurait été tout autre, car le Tirpitz, même s'il attendait l'ordre d'Hitler pour attaquer, n'aurait jamais pris la mer. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mais le Tirpitz deviendra la priorité de l'amirauté britannique, qui concevra une opération de bombardement visant à détruire le Tirpitz. Sachez également qu'en 1955, Alistair MacLean, un officier de la Royal Navy qui a participé à l'expérience de ces convois, a écrit le HMS Ulysse, qui dépeint les convois de l'Arctique et s'inspire même de la tragédie du convoi PQ-17. Ce livre a été traduit en français et il est disponible sur différents sites internet. Sur ces dernières informations, je vous annonce la mauvaise nouvelle que le documentaire arrive à son terme. J'espère que ce nouveau documentaire vous aura plu et qu'il vous aura appris de nouvelles choses. On se retrouve très prochainement dans un nouveau documentaire qui vous plongera, encore une fois, dans les dossiers secrets de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.